Bonjour, bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans Smart Tech, votre émission dédiée à l'innovation et plus largement à la société numérique. Je vous propose de démarrer avec la découverte d'un incubateur international qui s'est installé en zone rurale. Alors ce sera l'occasion de parler du déploiement possible de l'écosystème start-up en dehors des mégapoles. Ce sera le sujet de mon interview avec Dom Einhorn de Unicorn dans quelques instants. Et puis, le cœur de cette émission sera dédié à un nouveau moment de pédagogie autour du Bitcoin et de l'emballement autour des nouvelles monnaies électroniques, les crypto-monnaies ou les crypto-actifs, avec cette question: faut-il mettre le holà et davantage travailler sur la réglementation? Je poserai donc la question à deux experts très mesurés qui viendront développer leurs arguments. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous sur la protection des données personnelles. On parlera de ces petites menaces quotidiennes qui peuvent causer de grands dégâts. Et on conclura par l'innovation du jour. Il s'agit d'un supercalculateur, l'un des plus puissants au monde, dédié aux prévisions météorologiques. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. Et oui, ça change un peu. Un incubateur international installé en zone rurale. Bonjour Dom Einhorn, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris pour nous parler de Unicorn, dont vous êtes le fondateur. C'est un incubateur de start-up qui lance en même temps, là c'est l'occasion d'en parler, un événement, donc ce sera un nouvel événement, la Startup Super Cup. Ça va se passer, alors je me rappelle plus du nom, à Sarlat-la-Canéda. C'est ça, c'est en Dordogne, le département 24, du 1er au 3 octobre. Ok. Alors, première question, est-ce que c'est facile, simple de se déployer quand on est un incubateur avec une ambition internationale dans une zone rurale? La réponse est claire, c'est non au départ. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, surtout qu'aujourd'hui on attend toujours la fibre. Ouais. Donc d'avoir la bande passante qu'il nous faut avec 60 collaborateurs de 27 pays différents. Donc là, vous fonctionnez avec quoi? De la DSL? C'est de la DSL, 4G une vingtaine de réseaux 4G, mais la fibre arrive. Bon, vous avez la 4G déjà, parce que ce n'est pas le cas forcément de, à la 4G, on l'a, oui. de tout le monde. Oui. Alors, cet incubateur Unicorn, c'est un incubateur accélérateur, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, sa vocation, c'est de réunir quel type de start-up? Les start-up de la région? Il y a des start-up de la région, mais c'est surtout à vocation internationale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, sa vocation internationale? C'est-à-dire qu'on attire surtout des talents étrangers, surtout des start-up américaines, canadiennes, anglo-saxonnes, avant tout. Donc, qui, elles, veulent s'installer en France, viser le marché français? Entre autres, la plupart sont déjà installés en France. Donc, aujourd'hui, on accompagne une douzaine de start-up, dont 10 sont étrangères. 7 sur Sarlat et 5 qui sont incubés à distance. Et pourquoi elles viennent chez vous? Qu'est-ce qu'elles y trouvent? L'attrait, c'est avant tout ce qui nous a ramenés aussi sur le territoire français. Moi, j'étais expatrié pendant 25 ans aux US. Ouais. Je suis rentré en France en 2018 et ce qui m'attirait, c'était avant tout le mode de vie plus calme, où on peut s'installer à la campagne tout en restant entrepreneur. On peut trouver des endroits assez calmes aux États-Unis. Ce sont de vastes territoires aussi. Ça existe aussi, oui. C'est pas le seul moteur. Non, non. Je veux dire, la plupart des startups, oui, recherchent avant tout, je dirais, un tremplin pour se lancer sur le territoire, le continent européen, voire même l'Asie. Et la plupart des startups aux États-Unis ou au Canada, aujourd'hui, la majorité d'entre elles n'ont pas ça. Et alors, donc, pourquoi ne viennent-elles pas à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, mais plutôt à Sarlat-la-Canéda? Je pense que la plupart y sont déjà. Mais il y en a certaines qui recherchent. Il manquait quelque chose pour les réunir, pour les rassembler, c'est ça? Oui, et avant tout, je dirais avant tout pour les Américains, d'avoir un Américain, je suis franco-américain, qui se rabat sur le territoire et qui soit le premier à se prendre les flèches. Donc, comme on dit aux États-Unis, c'est les pionniers qui se prennent les flèches, c'est ceux qui s'installent, qui récoltent l'or. Nous, on compte faire les deux. Et qu'est-ce que vous récoltez comme flèches? Il y a beaucoup de, je dirais, quand on s'installe dans une zone rurale, forcément, il y a des gens qui encouragent ce genre de développement. Il y en a d'autres qui l'encouragent moins. Pourquoi? L'histoire des GAFA, etc. Voilà, on se fait envahir par les Américains. Il y a un autre style de vie qui va s'installer. Vous allez dans une petite ville comme Sarlat qui fait 8000 habitants. Ou 12 jours au lendemain, et où à 60 collaborateurs de 27 pays différents, forcément, pour certains, c'est vu d'un bon oeil, pour d'autres, moins bon. Ah, c'est vu comme une invasion. Et vous dites que vous êtes le plus grand incubateur, accélérateur en zone rurale? Oui, je pense qu'on le sera très bientôt, parce qu'on est en train de s'élargir sur 3000 m².
au centre de la cité médiévale de Sarlat. Et on n'a pas trouvé pour l'instant, dans un milieu rural, un incubateur accélérateur qui fasse plus en superficie. Et vos perspectives de déploiement, alors quelles sont-elles? Vous êtes fixé des objectifs? L'objectif, c'est d'incuber ou d'accélérer une 50aine de startups sous 24 mois, à Sarlat même. Là, je pense que c'est bien parti. Même durant le Covid, on a triplé nos effectifs. Donc je pense que d'ici 2 ans, on va avoir une bonne ampleur. Bon. Alors on va parler de cet événement, là, la Super Cup, la Startup Super Cup. Expliquez-nous quel est le concept. Qu'est-ce qui va la différencier des autres événements de start-up surtout? Oui, l'idée avant tout, c'est de démontrer à des startups françaises ou étrangères qu'on peut s'installer dans une zone rurale et être performant. Donc c'est un événement qui aura lieu le 1, 2, 3 octobre 2021. Et qui... Vous y mettez très en avance là pour le lancement. On l'a lancé il y a 8 mois. Donc on a plus de 1400 investisseurs qui sont inscrits. Je pense qu'on n'arriverait pas à les accueillir tous. On sera environ entre 800 et 1000 en tout et pour tout, dont une centaine de startups. On travaille très, très étroitement avec la région Nouvelle-Aquitaine aussi. Et c'est quel type de start-up? C'est pas que les start-up de la région, là, si j'entends bien. Que les start-up de la tech du monde entier. Donc il y a plus de 25 pays qui sont représentés. Oui. D'accord. Comment vous les attirez? Comment vous allez les pêcher? C'est déjà fait. Donc ils sont avant tout attirés. Là, vous parlez de 800 000. Entre 800 et 1000. Ah, 800 et 1000. Ah bon, d'accord. Oui, 800 000, ça va être un peu difficile. Ouais. Donc, mais c'est déjà beaucoup, même. C'est pas mal. Ouais. Donc 800 000 investisseurs accrédités et une centaine de startups. Pour un premier lancement, c'est assez impressionnant. Alors, vous êtes également le président du club de rugby, j'ai noté ça, club semi-professionnel Sarlat Rugby. Et c'est également une start-up? En interne, on appelle ça notre start-up de 118 ans. Le club a été créé en 1903. Et qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'incubateur? En fait, il est difficile d'évoluer dans une ville comme Sarlat, dans le sud-ouest, sans être en contact avec le rugby. Donc au départ, moi, je recherchais un expert comptable qui lui-même était l'ancien président du rugby, Jean-Luc Manchon. Et au fur et à mesure, ça m'a pris. Première année 2018, j'étais petit investisseur, sponsor. Deuxième année, j'étais l'investisseur principal. Et début du Covid, on a repris le club en main parce qu'avec tous les problèmes qu'il y avait au niveau du sport amateur dans le Covid, et là on est sur une très bonne lancée. Vous développez quoi autour de cette start-up Sarlat Rugby? Tout ce qui est marque, tout ce qui est partenariat, sponsors internationaux, toute une dimension de médias numériques, etc. Tout est mis en place. Il y a de la tech aussi? Il y a beaucoup de tech, ouais. Donc, dites-nous. Toute une plateforme qu'on appelle en interne Challenger X, donc Challenger X. En fait, ce que vous avez, c'est que tous les clubs amateurs, où qu'ils soient situés dans le monde, ont les mêmes problématiques d'image avant tout, de développement sur les réseaux sociaux, de levée de fonds, de partenariat, de sponsoring et de développer une offre qui tienne la route. Et nous, on les accompagne là-dessus. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à justement un start-upper qui se dit quand même c'est risqué de me lancer en dehors d'une mégapole? Je dirais, déjà, il faut savoir se lancer. Donc, à mon avis, 5% des gens dans le monde ont ce qu'il faut, ont l'ADN pour devenir start-upper, pour entrepreneur. Et ça, c'est pas une critique du tout. Il nous faut des instituteurs, il nous faut des athlètes, etc. Il nous faut de tout. Donc, il faut déjà se lancer avant tout. Et il faut surtout être il faut y avoir de la résilience, je veux dire. Donc, moi, je suis parti aux États-Unis en 93, j'avais 23 ans, j'avais pas un sou en poche. Et en fait, ce qui m'a fait persévérer, c'est de ne pas revenir en France pour que les gens me disent, voilà, tu es revenu, bienvenue à la maison, etc., tu as échoué. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec. En fait, il faut savoir échouer très rapidement, parce que le plus rapidement qu'on échoue, c'est moins cher. Et ensuite, parce que là, pour l'instant, ça ne concerne pas la zone rurale. On ne va pas se lancer dans une start-up à Sarlat juste parce qu'on va faire des pommes de terre sarlardaises. Je veux dire, Qu'est-ce qui va motiver? Quel conseil vous pouvez donner à un start-upper qui souhaite s'installer en région? Je dirais déjà une question de performance au départ. Donc nous avons des collaborateurs qui viennent du monde entier, des Américains, des Canadiens, des Panaméens, des Africains, etc. Et par exemple, ce matin, il m'a fallu 45 minutes pour me rendre ici, alors que je suis très très proche à Paris. Ouais. Donc pour les Panaméens, par exemple, ils se déplaçaient pendant 3 heures par jour, aller-retour pour aller au bureau. Aujourd'hui, c'est 5 minutes, ils déposent leurs enfants en allant au bureau, ils les récupèrent en rentrant chez eux. Donc ils sont beaucoup moins stressés, ils ont plus de temps, ils sont plus performants au travail et plus performants à la maison aussi, avec leur famille. Donc c'est vraiment l'art de vivre qui fait la différence. Après, il faut que les technos suivent et aussi que l'écosystème investisseur vous suive. C'est ça, et ça commence à se produire.
Merci beaucoup, Dom Einhorn. Vous êtes fondateur, je le rappelle, de Unicorn et de aussi la start-up Super Cup, donc qui aura lieu pendant 3 jours en octobre. Merci pour cet éclairage sur le déploiement des start-up en zone rurale. Merci. C'est l'heure de notre talk. On va parler de la nécessaire ou urgente, je ne sais pas, régulation des nouvelles monnaies. Face à ce boom des crypto-monnaies, des crypto-actifs, faut-il mettre un peu le haut là, davantage travailler sur la réglementation, même je dirais accélérer? On en parle avec Simon Pellereau, avocat fiscaliste de formation. Il a fondé l'association Ethereum France. Il est l'ancien président de l'association de développement des actifs numériques l'ADAN et désormais donc directeur des affaires européennes de l'ADAN. Avec moi également Mathias Bacchino, directeur pour la France de Trade Republic. C'est une fintech européenne qui s'est lancée récemment en janvier en France à travers une application mobile pour simplifier l'investissement sur les marchés. Et vous êtes également membre du conseil d'administration du think tank économique, la Fondation Concorde. On va démarrer ensemble d'ailleurs, Mathias. Déjà peut-être pour nous donner une explication, faisons un petit peu de pédagogie encore sur les cryptoactifs. Comment expliquer ce boom que connaissent les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin? Bonjour Delphine. Alors moi j'ai une explication peut-être plus personnelle là pour le coup, qui vaut ce qu'elle vaut. On en parlait avant l'émission avec Simon, mais on assiste depuis une dizaine d'années au déversement dans l'économie mondiale d'un océan de liquidités. Oui. Océan de liquidités déversé par les banques centrales, donc de la création de masse monétaire. Qui, si on prend les choses très simplement avec un peu de bon sens, quelque chose qui est de moins en moins rare a de moins en moins de valeur. Et donc les monnaies traditionnelles, confrontées à cet océan de liquidités, perdent peut-être un petit peu de leur valeur dans le regard que peuvent porter les gens. Et la nature ayant horreur du vide, ces crypto-actifs, qu'on appelle parfois, sans doute à tort pour l'instant, des crypto-monnaies, prennent de la valeur. Alors, la crypto-monnaie, c'est un peu un raccourci parce qu'on ne parle pas uniquement effectivement de nouvelles monnaies électroniques qui vont devenir l'euro électronique ou le yuan électronique. On parle plus généralement de crypto-actifs, donc le Bitcoin en est un. Alors, avec la Fondation Concorde, nous, on s'est beaucoup intéressé au sous-jacent des crypto-actifs, qui est la technologie blockchain. Alors, la technologie blockchain elle-même, donc la chaîne de blocs, est porteuse d'énormément de progrès. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités quasiment infinies à l'utilisation de la chaîne de blocs, de la blockchain, dans des champs aussi larges que l'assurance, la santé, l'industrie. Et donc l'Europe doit, vraiment de manière très importante, et la France en tête, être à la pointe d'une réglementation favorable, sécurisante mais favorable, au développement de la technologie blockchain. Donc on différencie bien le sous-jacent technologique blockchain de l'utilisation crypto-monnaie qui en est faite parfois et qui là pose tout un tas d'autres questions. Mais l'essence même de la blockchain, c'est justement qu'il n'y ait pas de régulation. Moi, si j'ai bien suivi au démarrage, l'objectif, c'est vraiment de faire du pair à pair et que cette régulation soit de l'auto-régulation finalement. Et c'est peut-être ce qui explique d'ailleurs que la blockchain connaisse un tel succès populaire, non Simon? Alors oui, ce qui différencie de façon très claire sur le plan technique, mais surtout sur le plan de l'usage, les cryptoactifs des autres actifs digitalisés, on va dire, numérisés, c'est effectivement cette capacité qu'ont les acteurs à appréhender directement ces actifs, à les utiliser en fait comme si c'était des actifs physiques. Un Bitcoin, un Ether ou n'importe quel autre cryptoactif, à la différence d'un euro que vous avez sur votre compte bancaire, vous pouvez directement interagir avec lui, vous pouvez décider de le détruire, vous pouvez le donner à quelqu'un, vous pouvez le mettre en garantie, tout ce que vous voulez, le payer des choses avec si vous souhaitez. Vous pouvez faire évidemment la même chose avec vos euros, mais vous allez devoir passer par des intermédiaires. Vous allez devoir passer par Mastercard pour faire vos paiements, vous allez devoir passer par votre banque pour gérer votre compte bancaire, débloquer etc. Ouais. Et tout ça parce que en fait, le support technique ne permettait pas en fait, tout simplement de faire cette appréhension directe. Comme on a effectivement la blockchain qui permet maintenant l'appréhension directe des actifs numériques une fois qu'ils sont numérisés sur une blockchain, il y a quand même cette étape importante qui prend un peu de temps, bien effectivement on a une appréhension directe. Et c'est quelque chose qui a d'abord été une révolution technologique avant d'être une révolution financière, même si évidemment les deux sont intrinsèquement liés, puisque c'est pour cette révolution financière. Est-ce que c'est compatible aujourd'hui de parler de régulation sur la blockchain? Alors,
Oui, on peut parler de régulation. Alors, on ne va pas parler de régulation de la blockchain elle-même, parce que la blockchain, c'est un support technique, encore une fois, donc ça peut, avec des usages très divers. On va plutôt réguler, évidemment, les usages. Donc, des usages qui peuvent être effectivement autour des cryptoactifs et autour d'autres activités. Nous, on se concentre évidemment sur les cryptoactifs à l'ADAN, puisqu'on est Association pour le développement des actifs numériques. Et effectivement, ces actifs, vous avez quand même, on les achète, on les vend, et donc il y a des intermédiaires qui existent, des prestataires de services qui vous permettent d'accéder à ces actifs, de les conserver, de réaliser des opérations de marché. Et ces acteurs-là, évidemment, voilà, aucun problème. Ces acteurs-là, évidemment, n'ont pas de raison finalement d'être en dehors de toute réglementation. Au contraire, plus l'usage se développe, plus aussi les risques donc se plus on va matérialisent. arriver des intermédiaires qu'il va falloir encadrer, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Mathias Bacchino, est-ce qu'aujourd'hui, vous appelez ça, j'ai vu, c'était la seconde révolution d'Internet. Est-ce que vous avez le sentiment que cet emballement, il part un peu dans tous les sens et qu'on ne sait plus tellement de quoi il s'agit? On ne comprend pas très bien ce qui se passe en ce moment sur les marchés avec les cryptoactifs. Oui, on est au début d'un phénomène, donc comme souvent, il y a énormément d'incompréhension, d'incertitude. On ne sait pas où ça va, oui, à quoi ça va servir, est-ce que ça va remplacer les monnaies? Et comme le disait tout à l'heure très justement Simon, qui était capable de valoriser Google en 98? Donc bon, voilà, il y a toute cette phase de découverte dans laquelle on est. Moi, j'identifie aujourd'hui 3 enjeux un peu clés sur ce développement du marché des crypto-monnaies. Un enjeu de sécurité autour de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'évasion fiscale par le biais des crypto-monnaies. Donc ça, c'est un sujet absolument majeur pour notre sécurité à tous, d'ailleurs. Donc ça, c'est un enjeu souverain. Exactement. La lutte contre... le renforcement, je dirais, de la protection des épargnants. C'est un sujet qui m'est cher. Moi, en tant que spécialiste du secteur financier, je travaille dans l'intermédiation financière depuis une dizaine d'années et c'est un enjeu absolument clé, celui de la formation des épargnants et de leur protection. On ne peut pas accepter qu'un investisseur qui n'a aucune conscience de ce qu'il est en train de faire se retrouve à spéculer sur un cryptoactif extrêmement volatile. Donc ça, c'est un sujet majeur. Donc là, c'est quoi? C'est un devoir d'information? Oui, c'est un devoir de formation et d'information. Ouais. L'information, à mon sens, ne suffit pas. Il faut que la réglementation s'intéresse au devoir de formation des intermédiaires, des prestataires de services donc en actifs numériques. Ça, c'est un point essentiel. Et le troisième sujet, c'est celui de la lutte, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de réglementation ici, mais de la lutte contre les activités en France de prestataires non européens, c'est-à-dire d'acteurs basés dans des pays tiers qui ne respectent pas. Pour remettre des frontières. C'est impossible, vous me direz, dans l'univers numérique. On a réussi à limiter le marketing et la publicité pour les CFD, par exemple, dont on sait que 85% les produits dérivés à fort effet de levier, de gré à gré. Donc des produits qui étaient... vous savez, on a tous vu ces publicités sur des sites internet grand public, devenez trader en 20 minutes, gagnez 5 000 € par mois facilement. Voilà, la lutte contre ce type de publicité-là est un enjeu absolument considérable aussi, particulièrement quand il concerne des acteurs non européens et donc non réglementés. La France a déjà commencé à réguler les cryptoactifs. Tout à fait. On pourrait même dire que la première phase de réglementation est achevée. Depuis le 18 décembre de l'année dernière, tous les acteurs qui s'intermédient pour l'accès aux cryptoactifs ou la sécurisation des cryptoactifs doivent s'enregistrer obligatoirement auprès de l'AMF et de l'ACPR, donc les 2 autorités de réglementation financière. Donc ils ont quel statut? Alors, ils ont un statut qu'on appelle le prestataire de services sur actifs numériques. Donc, ils rendent des services sur les cryptoactifs, ce qu'on appelle actifs numériques en droit français. D'accord. Et l'enregistrement couvre essentiellement 2 phases critiques. C'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc très important. Il y a un dispositif à mettre en place pour s'assurer qu'il n'y a pas de blanchiment, pas de financement du terrorisme. Et c'est contrôlé par la CPR avant. Donc vous ne pouvez pas commencer votre activité tant que ça n'a pas été, il n'y a pas le tampon de la CPR. Et puis on vérifie les dirigeants. Il faut forcément avoir un agrément en France, donc avoir un siège social en France? Alors, il faut avoir une présence en France, il faut s'enregistrer en France. Donc, il faut forcément avoir un représentant en France qui va gérer tout l'aspect, justement. Qui on va éventuellement pouvoir se retourner. Exactement. Et qui va fournir le dossier, qui va porter la responsabilité, finalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conditions qui sont imposées pour obtenir l'agrément? Alors, c'est essentiellement... Alors,
Justement, c'est un double système, c'est assez particulier. Donc, vous avez un enregistrement obligatoire qui couvre lutte contre le blanchiment et un petit peu la respectabilité des dirigeants, la formation des dirigeants. Donc, être sûr que voilà, on n'a pas affaire à quelqu'un qui a fait des arnaques par ailleurs, des choses comme ça, et qui Donc pas de comprennent quand casier même. judiciaire, c'est ça? Voilà, en gros, qu'il n'y a pas eu de condamnation, mais aussi qu'il y a quand même un niveau de connaissance, de compétences suffisant pour gérer une affaire comme un prestataire de services sur actifs numériques. Et puis, vous avez une partie qui est pour l'instant optionnelle, mais qui sera amenée à devenir obligatoire au moment de la finalisation du projet de réglementation européenne qui est en cours, dont on va parler, j'imagine. Là, on est sur toutes les règles de fonctionnement de marché pour être sûr qu'il n'y a pas de manipulation de marché, la ségrégation des fonds, enfin toutes les règles qui s'appliquent en fait. C'est très inspiré de la réglementation financière. On va essayer de, comme on est sur des intermédiaires qui contrôlent les actifs pour vous, on n'a pas vraiment de raison d'appliquer des règles complètement différentes de celles qu'on applique à des intermédiaires financiers. Peut-être inadaptées à ce nouveau marché ou trop lourdes pour des acteurs naissants et 100% numériques? Alors, ça, c'est un point très important, c'était la proportionnalité du régime. Oui. Donc la France a essayé de faire le régime le plus proportionné possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la France et l'Europe, de façon générale, est un peu plus balbutiante dans le développement de son industrie par rapport aux États-Unis ou à l'Asie. Donc l'idée, c'était, on encadre, mais on permet quand même aux petits acteurs de se développer avec des petites équipes, etc. Donc, c'est un équilibre difficile parce que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, par exemple, les mesures à mettre en place sont lourdes, quelle que soit la taille de votre activité. Donc évidemment, il y a une proportionnalité, mais ça reste quand même des règles. Il y a des règles sur lesquelles on ne peut pas transiger, évidemment. Et ça a posé un petit peu de problème au départ, puisque, comme vous l'avez dit, les actifs numériques se comportent de façon un peu différente des actifs financiers traditionnels. Les dispositifs du coup de lutte contre le blanchiment ne sont pas les mêmes. Et ça a été une construction. Il a fallu que la CPR, notamment, se forme un peu avec les acteurs. Et ça a pris du temps. Donc on a eu un petit retard au démarrage qui a été un peu compliqué à gérer pour les acteurs. Et là, aujourd'hui, Mathias Bacchino, est-ce que cette réglementation française permet à une fintech de dire, effectivement, maintenant, je suis dans un cadre rassurant qui va me permettre de proposer à mes clients de faire des investissements dans ces cryptoactifs? En fait, je dirais que ce qui est important dans la mise en place de cette réglementation, c'est la proportionnalité, comme le disait très justement Simon, mais pas uniquement. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus que ce qu'on pourrait appeler les bons élèves, c'est-à-dire les intermédiaires financiers traditionnels, qui donc sont soumis à la réglementation européenne MiFID, soient découragés, entre guillemets, d'un traitement qui ne serait pas juste entre les nouveaux acteurs des crypto-monnaies et les acteurs traditionnels. Donc ça, c'est un point, il faut une proportionnalité, oui, par rapport aux spécificités des nouveaux acteurs, mais aussi qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, je dirais, réglementaire par rapport aux ma question, c'est est-ce que là, cette réglementation, avec cet agrément qui a été mis en place en France, permet de se lancer dans l'investissement en France de manière rassurante? Oui, c'est-à-dire que il faut bien choisir son prestataire, ça c'est un point essentiel. Comment on vérifie s'il a l'agrément? Alors il y a une liste sur les sites de l'AMF, une liste officielle d'acteurs enregistrés, il y en a 17. Où il peut l'afficher lui-même dans sa communication. Mais on peut aller vérifier sur le site de l'AMF. Exactement. C'est plus prudent peut-être. C'est un point absolument essentiel. Les dispositifs mis en place par l'AMF et la CPR sont d'ailleurs trop peu connus en France. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler, qui est celui de l'AMF et de la CPR, pour vérifier avant de faire un placement nouveau sur un site qu'on ne connaît pas. Voilà, il y a un numéro qu'on peut appeler pour vérifier cela. On pourrait imaginer aussi, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais il existe un médiateur de l'AMF, il existe un médiateur de l'assurance. On pourrait imaginer la création d'un médiateur des cryptoactifs, un médiateur des actifs numériques qui serait dédié à la résolution et au soutien des épargnants dans ce nouvel univers. Donc oui, le cadre mis en place en France est plutôt en pointe par rapport à de nombreux autres pays du monde. On voit d'ailleurs ces derniers jours la Chine, mais aussi les États-Unis avec la SEC déclarer vouloir davantage réglementer ce secteur. Donc la France, je dirais, est plutôt en pointe, il faut le reconnaître. Donc c'est sans doute l'un des pays au monde où l'on est le plus sécurisé. En revanche, c'est encore loin d'être complètement suffisant parce qu'il y a encore aujourd'hui, évidemment, beaucoup trop de particuliers peu formés qui se retrouvent hameçonnés par Internet à des sites pas forcément réglementés, eux, pour le coup, et sans avoir les moyens immédiats. Donc, il y a un travail de diffusion grand public
de l'information qui est absolument essentielle et qui sera probablement à la charge des grands acteurs traditionnels ou des fintech réglementés comme Trade Republic. Alors, est-ce que cette réglementation autour des acteurs, des prestataires de services autour des cryptoactifs en France peut servir de modèle pour l'Europe? Est-ce qu'on s'oriente vers ça d'ailleurs, Simon Pelleroux? Alors, oui, je dirais oui et oui. Super. Puisque, en fait, il y a un projet de réglementation européen qui est sorti en septembre de l'année dernière, qu'on appelle MiCA, pour Markets in Crypto Assets. Donc, c'est vraiment la traduction littérale de PSAN. Et pour le coup. PSAN, P-S-A-N. Prestataire de services sur actifs numériques. Et donc, ce régime est extrêmement inspiré du régime français. Donc il va à peu près réglementer les mêmes choses, donc les acteurs, les émissions d'actifs, avec une petite spécificité, parce que c'est le sujet vraiment un peu politique à la mode, c'est les stablecoins, donc les représentations d'euros et de dollars sur blockchain, qui sont en plus par rapport à ce qui était sur la réglementation française. Mais c'est un projet qui vise vraiment à unifier les règles de marché. C'est très important dans toute l'Europe parce que pour l'instant, chaque pays a fait un peu sa sauce. Donc vous avez des pays qui ont assimilé les cryptoactifs à des titres financiers, des pays qui n'ont rien fait, des pays comme la France qui ont un régime ad hoc. Et donc on est un petit peu dans la cacophonie réglementaire aujourd'hui. C'est très compliqué pour un acteur d'opérer dans toute l'Europe. Là, on a un nouveau modèle basé en plus sur ce qu'on a fait en France. Donc ça va beaucoup aider nos acteurs français, qui est en cours de développement, même si, bon, voilà, c'est... Et donc, globalement, l'écosystème est plutôt favorable à cette réglementation en cours au niveau européen? Oui, parce que ça apporte beaucoup de clarté. Ça fait un peu le ménage, c'est ça? Ça fait le ménage, évidemment, sur les mauvais acteurs, parce qu'il y en a, il faut le dire. Et ça permet aussi de légitimer la profession vis-à-vis des banques, par exemple? Alors, effectivement, vis-à-vis des banques, c'est toujours un peu compliqué. C'est ce que j'avais compris la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Parfois, on est à la limite de la concurrence. Enfin, on est d'ailleurs, sur certains aspects, assez concurrencés. Mais ce sont des actifs qui, pour l'instant, n'ont pas été appréhendés par les banques de façon... alors, c'est en train de changer, hein, je le souhaite. Mais pour l'instant, ont plutôt été mis au banc par les banques parce que c'est quelque chose d'assez... difficile et un peu différent à comprendre que le reste des actifs numériques. C'est quelque chose qui n'est pas sous leur contrôle par nature. Et donc, il y a eu une sorte d'opposition et puis du coup, un nouveau marché qui se développe à côté avec des acteurs qui deviennent très gros, hein, Coinbase, plusieurs dizaines de milliards, parfois plus gros que certaines banques. Donc. Et donc, tout un système autour un peu financier, un peu... voilà, c'est une nouvelle catégorie d'actifs. Et donc, pour l'instant, il y a beaucoup de méfiance et beaucoup de difficultés. Alors, on espère que cette réglementation pourrait aider le dialogue avec les banques. On le souhaite. Les institutions financières classiques, on va dire. Alors, pour l'instant, la réaction de la Fédération bancaire française à la réglementation française a été plutôt tiède, pour être c'est un euphémisme. Mais on espère que, justement, cette montée au niveau européen, qui va vraiment unifier le marché et puis, du coup, faire venir aussi de la concurrence d'autres pays d'Europe, va plutôt faire réagir le secteur financier français. Vous disiez au tout début là, de ce talk que c'était peut-être un moment important pour la France, qu'il y avait une carte à jouer, la France et même l'Europe sur cette réglementation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on aurait à apporter de spécifique par rapport au reste du monde? On l'a vu dans d'autres secteurs d'activité. Quand on met en place les standards internationaux, on a un coup d'avance. Et donc, si on est capable avec la France, qui a une forte capacité réglementaire, c'est le moins qu'on puisse dire, si on pouvait mettre cette capacité réglementaire qu'a notre pays au service de l'innovation, eh bien, on serait capable de favoriser, il faut le dire, des acteurs nationaux. En l'occurrence là, on réfléchit plutôt à l'échelle européenne désormais, puisque la France a été leader en Europe et désormais c'est à l'Europe d'être leader dans le monde. Si on est capable de mettre en place les standards internationaux de gestion de cet écosystème, eh bien, on sera capable, pour nos acteurs, de les déployer plus facilement à l'international. Le secteur de la blockchain, de la technologie blockchain et aussi des cryptoactifs est un secteur éminemment mondial. Et donc, si on est capable de déployer ces acteurs grâce à notre réglementation, ce sera un point fort. Juste pour réagir à ce que disait Simon juste avant, en un mot, vite fait. Les grandes banques et les grands assureurs ne laisseront pas la place facilement. Et donc, il faut effectivement tenir bon. Ça a été le cas pour des acteurs comme Trade Republic, acteurs de la fintech, épargne,
où il faut tenir bon face à ces acteurs historiques établis. Et j'encourage donc les acteurs de la DAN à faire de même. Bon, c'est bien, vous allez être plus forts ensemble. Juste, il ne reste vraiment pas beaucoup de temps, mais je voulais avoir un mot de réaction de votre part sur le Bitcoin et toute cette polémique autour de la pollution qu'il crée et surtout du tweet, encore un tweet d'Elon Musk qui a fait chuter d'un seul coup le cours du Bitcoin. Il a aussi annoncé qu'on ne pouvait plus acheter de Tesla en Bitcoin. Bon, après, il est un peu revenu sur l'idée qu'il allait se désengager de sa propre réserve. Oui, alors bon, Elon Musk, c'est beaucoup de bruit, ça c'est sûr. Ouais. On ne sait jamais très bien dans quelle direction il part, mais c'est vrai que... mais est-ce que cette polémique autour de la pollution du Bitcoin peut faire du mal à ce cryptoactif ? Alors, je pense, oui, ça peut faire du mal parce qu'effectivement, la consommation énergétique, de façon générale, c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui. Surtout le type d'énergie produite. Si on utilise du charbon, du pétrole pour produire l'énergie, pour refaire tourner le Bitcoin, ça devient un petit peu compliqué. On sait aujourd'hui que la situation est loin d'être idéale. On a une répartition énergétique qui utilise partiellement les énergies renouvelables, mais pas uniquement. Donc il va falloir prendre ce sujet à bras-le-corps. Donc ce sujet va être pris à bras-le-corps, il va être pris à bras-le-corps par l'industrie, il est déjà pris à bras-le-corps en réalité, et de gré ou de force, je dirais, parce que là, une des grandes annonces aussi de ces derniers jours, c'est pas plus mal si ça fait bouger les choses, alors. Ça a été la Chine qui interdit le minage avec le charbon et le Bitcoin. Donc ça, voilà, on a beaucoup d'éléments qui apparaissent, qui viennent un petit peu faire évoluer le marché. Sans doute le sujet d'un autre talk dans Smart Tech, le Bitcoin et la pollution. En attendant, on a parlé réglementation. Merci beaucoup Simon Pollereau, directeur des affaires européennes de la DAN, et Mathias Bacchino, directeur France de Trade République. Juste après la pause, on va parler de la protection de nos données personnelles. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec la confidentialité numérique. Cette fois, c'est Marie Carper, responsable des contenus chez Privoni, qui va nous livrer son regard d'experte sur le sujet. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Bonjour Delphine. Jusqu'à Paris aussi, puisque Privoni, c'est à Aix-en-Provence. Tout à fait. Alors, on s'inquiète régulièrement de ces vols massifs de données. On en parle souvent dans Smart Tech, réalisés par des groupes de pirates qui exploitent des failles de sécurité. Mais au quotidien, on oublie parfois de se méfier de nous-mêmes. Et aujourd'hui, donc, c'est de l'ingénierie sociale dont nous allons parler avec Marie, c'est-à-dire des vols de données qui sont réalisés en exploitant nos failles psychologiques. Elles sont nombreuses, elles sont d'une efficacité redoutable. On va déjà voir ensemble, Marie, de quoi on parle quand on parle de vol de données. De quelles données il s'agit ? D'accord. Les vols de données, donc il s'agit de quelqu'un qui n'a aucune autorité pour le faire et qui va accéder à des informations confidentielles à votre sujet. Les données les plus volées, ça va être votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Mais bien sûr, ensuite, on trouve les numéros de carte de crédit, votre adresse personnelle, les numéros de sécurité sociale. La date de naissance. La date de naissance, tout à fait. Et alors, dans le meilleur des cas, vous vous rendez compte assez vite qu'on vous a volé des données. Et c'est des données qui sont faciles à changer, comme un mot de passe par exemple. Mais il se trouve qu'en règle générale, en moyenne, une organisation va mettre plus de 197 jours à se rendre compte qu'une donnée a été volée. Donc déjà, ça devient compliqué. Et en plus, ce sont des choses qui sont très très fréquentes. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a tous en tête les vols massifs de données, comme par exemple celui de Yahoo en 2013, qui est encore qui est le champion hors catégorie, 3 milliards de comptes compromis. Et on a cette image du pirate génial dans son sous-sol qui va exploiter des failles de sécurité. Sauf que dans 98% des cas, ce sont des attaques surtout qui s'adressent qui vont manipuler les gens plutôt que les systèmes de sécurité en définitive. 98% des cas, c'est quand même assez impressionnant. Et comment sont réalisés ces vols alors ? Parce que j'ai évoqué le terme d'ingénierie sociale. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça ? L'ingénierie sociale, en informatique, c'est un terme qui a été popularisé par un pirate génial, Kevin Mitnick, dans les années 70, qui a été le premier hacker à être sur la liste des personnes les plus recherchées, des 10 personnes les plus recherchées du FBI dans les années 70, et qui s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus facile de manipuler les gens que de pirater des systèmes informatiques. Parce que les responsables en cybersécurité, après tout, sont des gens plutôt compétents, alors que nos failles psychologiques, nous sommes très très faillibles. Donc on va exploiter nos émotions, la peur, la curiosité, la bienveillance aussi, l'appât du gain, l'ambition. Et ce sont des attaques à la fois fréquentes, faciles
et très très efficace. Et alors qui prennent divers visages. Il y a plusieurs types d'attaques qui utilisent l'ingénierie sociale. Voilà. Alors la plus connue, la plus fréquente, la plus efficace, l'hameçonnage, le fameux phishing avec le PH. Ouais. Donc vous allez recevoir un email avec un lien. Ce lien va vous emmener vers un site en tout point semblable à des sites sur lesquels vous êtes très très familier. Sauf que c'est quelque chose qui a été très bien fait, mais ça n'est pas pour de vrai. On va vous demander d'accéder à votre espace personnel. Vous mettez vos identifiants, ils sont dérobés instantanément. En fait, on est directement sur le serveur du pirate. Exactement. Et vous vous ne le savez même pas. Alors ensuite, une variante de l'hameçonnage, l'harponnage, la fraude au président en particulier est très très connue. C'est du phishing, mais la personne est ciblée. Donc, on va vous dire, par exemple, que le président de votre entreprise, qui est en vacances, a besoin de votre aide pour faire un transfert de fonds, parce que, comme il n'est pas au bureau, il ne peut pas le faire lui-même, et cet investissement va capoter. Vous avez absolument besoin de l'aider. Et la fraude au président, c'est plus de 32 milliards de dollars. Ça marche encore, donc. Ah, c'est très, très efficace, aucun doute. Parce que là, on mise vraiment sur la crédulité. L'appâtage, on va vous promettre un cadeau, le nouvel iPhone, enfin ce genre de choses. En anglais, on dit le baiting, c'est ça ? Tout à fait. Le prétexting, on va vous dire qu'il y a un nouveau film et on cherche des jeunes filles, pour être le rôle principal. Et puis bien sûr, il y a le chantage pur et dur. On va faire un deepfake de vous, par exemple, c'est-à-dire une vidéo fausse, et on va vous faire un chantage en vous disant qu'on va la donner à tous vos contacts, par exemple. Mais vous êtes dans une situation compromettante, etc. Voilà. Et ces menaces, elles arrivent surtout par voie d'email ? L'email est le chaînon faible, sans l'ombre d'un doute, pour plus de 90% des cas, ça va venir par email. Maintenant, pas uniquement, hein, vous pouvez avoir du phone phishing. Et sur le mobile, là, pour le coup, c'est assez facile, même par SMS. Tout à fait. Et on va, là encore, se faire passer pour quelqu'un de votre société pour avoir des informations. Il y a eu en particulier au mois de juillet une attaque sur Twitter à la crypto-monnaie, un truc qui a très très bien marché. Et c'était du phone phishing, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, il y a aussi toute la partie physique. Par exemple, le talonnage, vous allez avec votre badge dans votre société, vous allez passer la porte et quelqu'un va derrière vous en disant « Oh, j'ai oublié mon badge ». Et en faisant ce genre de choses, on peut arriver dans la salle de conférence du président au dernier étage et avoir accès physiquement à des ordinateurs, par exemple. Alors, quels sont vos conseils pour éviter les plus gros pièges, au moins, les pièges quotidiens ? Oui, alors comme ça arrive par email, voilà, donc surtout méfiez-vous de vos emails, utilisez des filtres de spam. Oui. C'est très courant et ça marche déjà assez bien. Certains outils mail le proposent par défaut d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et déjà, ça vous fait un premier tri. Donc c'est une bonne chose. Méfiez-vous des liens. Vous avez toujours la possibilité de passer avec votre souris sur le lien pour connaître l'URL exacte avant de cliquer. Ensuite, pas de précipitation, en règle générale. Donc si on a une adresse qui s'affiche et qui ne ressemble pas vraiment à l'adresse officielle, il vaut mieux aller directement dans son navigateur et la taper soi-même. Tout à fait. Et de toute manière, rien n'est jamais aussi urgent que ce qu'on va vous dire sur cet email. Donc vous pouvez toujours appeler le service client, prenez votre temps. En règle générale, on joue beaucoup sur la peur et sur l'urgence. Voilà. Aussi, plus vous évitez de mettre de renseignements personnels sur les réseaux sociaux, et moins les pirates vont avoir de pépites sur vous pour dire qu'effectivement vous êtes en vacances. Si vous postez une photo de vous avec une margarita à Hawaï, c'est quand même beaucoup plus simple. On arrive à la toute fin. Un dernier conseil, un ultime conseil ? Alors, le conseil ultime pour tout vol de données, c'est vos mots de passe. C'est là encore 80% des vols, il va y avoir un mot de passe volé ou réutilisé. Ne réutilisez pas les mêmes mots de passe parce que sinon on vous le vole une fois et on a volé tous vos comptes. Utilisez un gestionnaire de mots de passe, c'est le plus simple. Soyez très vigilants. Bon, et vérifiez sur Have I Been Pwned si vos données ne sont pas déjà en circulation. Et si c'est le cas, effectivement, il faut tout de suite changer ces mots de passe. Merci beaucoup, Marie Carper. Je rappelle que vous êtes responsable des contenus chez Privoni, qui est un expert de la protection des données personnelles. À suivre, c'est la découverte d'un impressionnant supercalculateur. Celui-ci est dédié au climat. Bonjour Cécilia. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux prévisions météorologiques. Oui, parce qu'au Royaume-Uni, l'équivalent de Météo France, le Met Office, va construire un super ordinateur dédié
à la météo. Alors, encore un, me direz-vous, oui, parce qu'il existe déjà des supercalculateurs dédiés aux agences nationales de météo, mais pas de ce niveau-là. Celui-là, il sera un des supercalculateurs les plus puissants au monde, dédié en particulier au climat et à la météorologie. Précisément le 7e mondial, tout secteur confondu, si on s'en tient au dernier classement Top 500. Et pourquoi avoir fait ce choix exceptionnel au niveau de l'équipement ? Mais parce que les prédictions météorologiques, évidemment, c'est une science qui appelle à énormément de données, ce qui nécessite une puissance de calcul phénoménale. Pour augmenter cette précision des prévisions, il faut donc un outil à la hauteur, précisément un HPC pour High Performance Computing. Le gouvernement britannique va donc investir 1,39 milliard d'euros pour optimiser son système avec ce nouveau supercalculateur. Et avec quelle société le Royaume-Uni a-t-il signé ? Alors, pour la conception, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils choisissent des spécialistes comme HPE, par exemple, ou encore Atos. Mais finalement, c'est Microsoft qui a gagné ce contrat. Depuis plus de 2 ans, la firme défend sa vision du HPC dans le cloud. Donc, en conséquence, évidemment, ce supercalculateur, il va utiliser Azure, le service de cloud computing de Microsoft. L'une des principales différences entre un HPC local et un HPC cloud, c'est que ça va permettre une meilleure agilité. On pourra adapter les données de façon beaucoup plus dynamique pour des ressources adapté en fonction des besoins. Alors, côté technique, ce superordinateur, il sera divisé en 4 cadrans, composés chacun d'un supercalculateur HPE Cray EX intégré à Azure. L'ensemble cumule 1,5 million de cœurs. Alors, le cœur, vous savez, il compose le processeur, équivaut à une information. Donc là, 1,5 million d'informations pour être traitées simultanément. Il atteindra plus de 60 pétaflops. Ça, c'est pour les données techniques. C'est la plus haute puissance, pour l'instant, acquise par un superordinateur. Et il est capable de stocker 4 millions de terabits de données. Pour comparaison, c'est comme stocker 1 million d'heures de film en haute définition qu'il faudrait 10 000 ans pour visionner. Résultat, en plus de ça, il faut le dire, on parle d'environnement, c'est important. Ce HPC-là, il fonctionnera 100% grâce aux énergies renouvelables. Donc même s'il sera 6 fois plus puissant que le dispositif actuel du MET, il permettra d'économiser plus de 7 tonnes de CO2 dès sa première année d'exploitation. Et que va changer l'acquisition de ce supercalculateur ? Alors, évidemment, ça va permettre d'être beaucoup plus précis. Aujourd'hui, la précision est de 1,5 km dans le quadrillage du territoire anglais. Demain, elle sera de 100 mètres de côté pour améliorer les prévisions. On pourra prédire donc plus précisément les tempêtes, les orages, toutes les intempéries locales. Ce serait une vraie avancée aussi pour l'empreinte carbone parce qu'on utilise les panneaux solaires et quand on ne peut plus les utiliser, on passe à l'énergie fossile. Les centrales à énergie fossile mettent du temps à démarrer. Si on peut être plus précis sur l'heure à laquelle on a besoin de basculer du solaire au fossile, on pourra être beaucoup plus bénéfique pour l'environnement. Merci beaucoup Cécilia Sévry pour ce premier éclairage sur le supercalculateur météo qui arrive en Angleterre. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Tech. On se retrouve demain pour de nouvelles découvertes autour de l'innovation et de la société numérique.